nous avons tenu à tenir ce débat parce qu'il nous faut éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale. Vous savez, les intellectuels ont leur langage. Il y a les politiques qui peuvent aller faire oyez, oyez, soutien, mais les intellectuels, ils ont leur manière de s'exprimer, de se comprendre. Nous avons la lourde mission de tracter le peuple, la lourde mission d'éveiller les consciences, de faire comprendre le commun des mortels, l'enjeu ou les enjeux du moment. Ne comparez pas les élections d'il y a 10 ans avec celles-ci. Si vous analysez très bien, vous verrez que du point de vue comportemental, il y a des points de stagnation, mais il y a aussi des points d'évolution. Avant même qu'on aille voter. Est-ce qu'en 1992, il y avait le bulletin unique? Mais aujourd'hui, il y a le bulletin unique. Mais le bulletin unique, là, il sera... Vous le vouliez pour la bonne gouvernance électorale, hein? Il n'y a pas que la majorité qui voulait. L'opposition aussi voulait. Mais vous avez oublié que ça avait des conséquences. Un candidat qui n'a aucune visibilité, mais comment il va passer? C'est bien beau de parler au micro, tout ça, mais il faut qu'on... La vieille mère qui va aller voter. On lui demande de mettre le doigt sur la photo du candidat qu'il va voter. Enfin, j'ai rien qu'avec un simple bulletin. C'est tout un problème de prendre le bulletin vert au lieu de prendre le bulletin rouge. La chose étant placée sur le plan de la visibilité. Parmi les 9 candidats, il y a un qui depuis 30 ans est visible. Hein? Vous ne voyez pas ici dans la cité beaucoup de gens qui imitent le président. La coiffe là, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi. C'est qu'il est visible. Hein? Bon, mais il y aura toujours des erreurs même sur lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? S'il y a 20% d'erreurs, hein, de candidats qui se trompent le concernant, il y en aura 80% des autres. Ils vont passer comment? Là où c'est tricherie. Réfléchissez. Ensuite, regardez l'occupation politique du territoire qui est là, qui est le fruit de près de 30 ans de présence dans la vie politique. Or, toi, tu n'es pas capable d'avoir un bureau de vote qui va contrôler à 100 km de l'endroit où tu habites. Écoutez, donc, il y a une conditionnalité. Ce n'est pas un problème de compétence personnelle, ce n'est pas un problème de celui qui serait, je ne sais pas, l'homme le plus politique du monde. Non. Les conditions dans lesquelles se déroule l'élection, qui sont des conditions objectives, c'est fait de telle manière à favoriser certains et à défavoriser d'autres. En ce moment-là, c'est quand on se fait candidat qu'on se pose des questions. Est-ce que dans ce contexte-là, si je me présente, j'ai une chance? Si oui, mais tu t'y engages. S'il n'y en a aucune, mais ne te présente pas, pour après venir faire du vacarme, parler et raconter des histoires. À Dolisie, moi j'ai demandé, non, à Pointe-Noire, j'ai demandé à l'auditoire qui était là, mais jeunes gens, vous pensez que moi je n'ai pas envie d'être président du bureau de vote du pays? Tu n'as personne. Toi, tu vas savoir s'il y a eu tricherie ou pas, comment. Parce que c'est eux. Hein? Et je rattache le problème du rapport de l'opposition. J'ai appris à faire où ils veulent faire une commission, mais c'est la même chose. Pourquoi vous querellez pour ça? Mais alors, si demain l'opposition doit aller au Conseil constitutionnel pour contester, mais il faut qu'ils amènent des faits. Mais ces faits, ils ont le droit de s'asseoir et de l'écrire sur un document qu'ils vont donner au Conseil constitutionnel. Si après ils veulent faire une exhibition, je ne sais pas où, mais alors, ils ont le droit de faire l'exhibition. Où est le problème? Ce qui compte, c'est les faits constitutionnels. C'est les organes autorisés à juger. C'est eux qui jugeront. Donc, vous voyez, chaque fois, nous avons l'occasion de dévier les débats vers des choses secondaires, futiles, et on laisse les vrais problèmes de côté. À la classe politique, j'appelle
à un ressaisissement, d'attendre, d'avoir des éléments matériels pour pouvoir prétendre à contester les résultats qui vont être donnés par la CENI. Parce que, est-ce que vous pensez que, en 10 ans, sur des chaînes nationales et internationales, que si le président Sassou gagne au premier tour, il a triché, nous allons mettre la population de la rue? Est-ce que vous pensez que ce sont des propos d'apaisement? Je ne pense pas. Vous savez, en 2011, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Johnny Carson, avait reçu toute l'opposition congolaise. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, ça ne sert à rien de casser une démocratie qui naît. Ça ne sert à rien d'utiliser la violence. Si Martin Luther King et les autres avaient usé de la violence bête, comment auriez-vous expliqué aujourd'hui que Obama, qui est d'une population de couleur, donc minoritaire, ait pu devenir le président des États-Unis? C'est une très bonne interrogation. C'est que, en utilisant la violence, ils auraient été matés. Et la grande leçon que nous avons, c'est à côté de chez nous, avec Mandela. Lorsqu'il sort de prison, il a grandi, il a vieilli, il est devenu sage, il est devenu responsable, il a préconisé la non-violence alors que c'était un homme violent dans la lutte politique. Mais il s'est rendu compte qu'en utilisant la violence, en face, le régime sud-africain n'a pas laissé éclore la démocratie. Parce que chaque fois, retenez-le bien, chaque fois qu'il y a la violence en politique, c'est la démocratie qui prend un coup. Si nous pouvons éviter des affrontements, nous sauverons la démocratie.